Démarre. On laissera encore les gens rentrer s'ils le souhaitent. Non, ça marche pas. Où? Non? On recommence, On leur épellera non lorsqu'ils arrivent. Bienvenue dans l'atelier Quel leadership pour changer notre société. Je m'appelle Anya Stoll, je travaille à Cage Business School. Quelques mots sur comment va se dérouler la matinée. Elle sera un peu particulière, repartie sur 3 parties. On va dans un premier temps avec 2 collègues ici sur l'estrade, Jean-Christophe Carteron qui est le directeur de la RSE de Cage Business School et Jean-François Conan qui est le directeur de l'insertion et de l'innovation sociale chez ADECO. Vous présenter un travail qu'on a mené sur le management responsable et les managers responsables. Vous raconter un petit peu comment on est arrivé là et à quoi ça peut servir dans vos entreprises respectives. Il y a une deuxième partie où on a l'honneur d'accueillir 4 personnes, dont 3 chefs d'entreprise. Donc là, vous avez Jean-François Sobriste qui a mis en place l'entreprise Favi. Vous avez Frédéric Lippi, le PDG de l'entreprise Lippi, et Christophe Collignon de IMA Technologies, PDG d'IMA Technologies, ensemble avec Isaac Getz de l'ECP Europe, qui vont nous parler de plein d'exemples intéressants de comment ils ont libéré leurs entreprises. Comment ils se sont pris et les différentes choses assez rigolotes d'ailleurs qu'ils ont mis en place, qu'ils ont testé et qui sont d'ailleurs marchés dans leurs différentes entreprises. Ensuite, à 10h30, on vous propose une pause pour se retrouver à 11h ensemble pour un workshop collaboratif sur les freins et les leviers liés au management responsable. On a volontairement souhaité travailler avec vous parce que dans cette salle, il y a plein de cerveaux, plein d'idées, plein de matières avec laquelle on aimerait bien co-construire quelque chose avec vous pour sortir à la fin de cette matinée avec des idées concrètes, des actions concrètes et si vous souhaitez même des engagements personnels de votre côté, ce que vous aimeriez bien mettre en place pour encourager le leadership responsable dans vos entreprises. Donc pour la première partie, je vous propose qu'on se penche sur la question du management responsable et je pose tout de suite la question à Jean-Christophe. Pourquoi est-ce qu'on s'est penché tout simplement sur la question du management responsable ? Pourquoi c'est quelque chose qui a interpellé à la fois les entreprises et les chercheurs de Cage Business School ? Bonjour à tous. Parler de management responsable quand on est une école de management, c'est pas complètement délirant. Et a fortiori quand on est à peu près reconnu comme une des moins mauvaises écoles en termes de développement durable. Donc clairement, on s'est posé cette question-là. Il y a quelques années, quand on a commencé à réfléchir au concept du management responsable, on est assez simple, on est une école de management, donc un manager responsable, c'est avant tout un manager, c'est-à-dire quelqu'un qui sait gérer des projets, des gens, des budgets, etc. Et il va être responsable de 2 choses, responsable de sa vie, donc on a travaillé beaucoup sur le développement personnel, et puis responsable de ses actes, et c'est là où on est arrivé sur la partie développement durable et RSE. Je ne vais pas faire un cours, mais juste un tout petit 2-3 éléments de cadrage, je pense que c'est important. En quelques minutes. Quand on parle de management responsable, forcément, à un moment ou à un autre, on va parler d'éthique, on va parler de valeurs, on va parler de morale. Ce qui est important, c'est qu'on parle souvent de beaucoup de choses et on n'a pas forcément les mêmes définitions derrière ces mots, donc juste quelques éléments de cadrage. Historiquement, dans l'Antiquité, on parlait des vertus. Les vertus, c'est ce qui permet d'agir bien. Alors, on avait des vertus comme la prudence, la justice, le courage. Et puis ces valeurs, ce concept a un peu évolué. Au Moyen-Âge, on a évidemment été beaucoup plus sur les valeurs religieuses, où au courage, on a ajouté des choses comme la chasteté ou l'humilité. Les choses ont évolué. Il faut attendre le 18-19e siècle pour arriver sur des notions d'éthique. Et quand on parle d'éthique, il y a trois grands courants de pensée. Et c'est intéressant parce qu'on est issu de ces courants de pensée. C'est souvent des mix de tout ça. Le premier, c'est Kant qui va parler d'éthique de la conviction. Et là, clairement, on va être sur quelques valeurs primordiales, avec d'une part des idéaux. On peut parler de la justice, donc il faut aider le faible, par exemple. On va avoir des principes, qui peuvent être par exemple le respect de la vie, qui vont pouvoir être l'honnêteté, le refus de la corruption, ou qui peuvent être des règles et des normes, typiquement respecter la loi. De cette première notion d'éthique, où on va être un peu quand même dans quelque chose d'un peu binaire, on glisse sur Weber qui va parler d'éthique de la responsabilité. Et là, clairement, on n'est plus simplement dans pourquoi est-ce qu'on fait les choses, mais
est le résultat de ces choses. Bon, vous connaissez tous l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais quelque chose qui est intéressant, c'est que ce courant de pensée-là, il va permettre au business de changer aussi, puisque même pour des raisons purement égoïstes, on va être tout à fait capable, tant qu'on a un effet bénéfique, donc on ne va plus juger négativement même une intention initialement tout à fait personnelle. Ce qui est intéressant, c'est le glissement en Suisse avec Jonas, et c'est grâce à Jonas qu'on va pouvoir parler de la responsabilité managériale. C'est l'inventeur du principe de précaution. Donc là, on ne va plus simplement s'intéresser à pourquoi est-ce qu'on fait les choses. On ne va pas simplement s'intéresser à pourquoi on fait les choses, ou pas simplement s'intéresser à quel est le résultat de cette chose, mais on va s'intéresser à notre capacité d'action. Typiquement, à partir du moment où vous avez connaissance de l'impact de vos actes, eh bien, vous avez un devoir d'action. Et c'est quelque chose qui va fonder complètement la responsabilité managériale telle qu'on la conçoit aujourd'hui, avec clairement un lien entre, sans complètement évidemment émanciper les moins nantis, mais plus vous avez de pouvoir, alors pouvoir qui peut être un pouvoir financier, qui peut être un pouvoir parce que vous avez les connaissances, ou qui peut être un pouvoir parce que vous êtes décisionnaire, et bien plus vous allez en effet avoir de responsabilités. C'est la fameuse phrase de Spider-Man, hein, avec un grand pouvoir vient des grandes responsabilités. Spider-Man est un manager responsable peut-être. Si on revient maintenant sur la raison pour laquelle nous, comment est-ce qu'on a avancé. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de faire une conférence avec la NDRH, que vous connaissez tous, qui est l'association des directeurs des ressources humaines. Et j'étais à une table comme ça, et c'était absolument magique parce que j'étais tous les gens qui m'entouraient étaient dans des entreprises parfaites qui n'avaient que des managers responsables. Et comme moi, c'est un concept qui m'intéressait, je leur ai dit, mais comment vous les avez trouvés? Moi, ça fait quelques années que je cherche. Comment est-ce que vous... qu'est-ce qu'il y a derrière où est-ce que vous les détectez? Comment est-ce que vous les repérez? Comment est-ce que vous les faites évoluer? Comment est-ce que vous les recrutez, etc., etc. Et évidemment, face à cette question, il y a eu un espèce de grand vide intersidéral. Et donc, on s'est dit, ce serait intéressant de travailler, de rentrer, entre autres, avec des personnes des ressources humaines pour regarder qu'est-ce qu'il y a derrière ce concept. Et on est parti sur des référentiels managériaux. Et là, je laisse la parole peut-être à Ania pour nous expliquer un peu comment on en fait. Oui, en effet, on se posait la question, par où commencer? On a très bêtement pris nos fiches de poste. Parce qu'un manager, on s'est dit, le plus simple, c'est d'écrire dans nos fiches de poste ce qu'on est censé de faire. Et puis, en même temps, on a regardé un petit peu qu'est-ce qui existe dans la sphère académique sur ce sujet-là. Puis on a découvert qu'il y a 4 grands courants de pensée de description d'un manager. Donc, dans un premier temps, vous pouvez avoir ça c'est la plus ancienne version qu'on trouve dans les travaux académiques. C'est une description par fonction. C'est-à-dire là, en fonction comme vous avez des fonctions de planifier, vous avez des fonctions d'organiser, de coordonner, de commander, de contrôler, etc. Ensuite, il y a une approche qui se fait par les rôles. Quels sont les rôles qu'un manager doit endosser? Donc là, vous avez des rôles comme par exemple des rôles liés à l'information. Vous avez des rôles liés à la décision à prendre. Vous avez des rôles interpersonnels. Ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Desmarais, qui en 2004 a défini le manager à travers ses savoir-être. Donc sur les savoir-être, vous avez plutôt un rôle de traducteur. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, dans les processus organisationnels, dans les traductions interpersonnelles avec son organisation, c'est aussi quelqu'un qui a des savoir-être stratégiques, qui par exemple crée du sens, etc. Donc c'est vraiment un rôle de traducteur. Et ensuite, la quatrième approche qu'on a trouvée dans les travaux académiques, ils ont été définis par 2 chercheurs américains qui s'appellent Wetton et Cameron en 2007. Eux, ils les ont définis par savoir-être. Savoir-faire, excusez-moi. Donc là, vous avez des savoir-faire personnels, comme par exemple la gestion du temps, la résolution de problèmes, etc. Vous avez des savoir-faire interpersonnels et vous avez des savoir-faire qui sont plutôt de l'ordre collectif. Donc on avait ces 4 courants de pensée et sans rentrer beaucoup dans les détails, on s'est pris très simplement, on a pris ces grilles-là, on les a enrichis avec un think tank qui s'appelle le Réseau du management responsable, qui est animé par Kedge et dans lequel se trouve une vingtaine d'organisations membres. On a pris tous ces référentiels-là
Et on les a enrichis avec, OK, ce référentiel de base, mais si c'était un manager responsable, qu'est-ce qu'il devrait avoir là-dedans comme domaine de responsabilité et comme compétence? Et ce travail-là nous a amené à décrire une espèce de portrait robot du manager responsable. D'ailleurs, on a un petit truc là dans lequel vous trouvez ces travaux-là qui sera à votre disposition à la sortie tout à l'heure. Donc si ça vous intéresse, il y a un petit guide qui est le guide des compétences du manager nouvelle génération, manager irresponsable. Donc si ça vous intéresse, vous trouvez ça là-dedans. Dans le portrait robot du manager responsable, on a grosso modo trouvé que avant tout, il a une triple vision. Un manager responsable a une vision d'abord globale qui permet à prendre en considération les impacts économiques, mais aussi environnementaux et sociaux. Il a également une vision partenariale, donc c'est quelqu'un qui arrive à intégrer à la fois les parties prenantes proches et les parties prenantes lointaines. Et puis c'est quelqu'un qui a également une vision long terme et qui permet de bouger entre des objectifs court-termistes et des objectifs long-termistes. Ensuite, c'est aussi quelqu'un qui a un certain nombre de valeurs. Donc sur les valeurs qu'on a identifiées, vous trouvez des valeurs comme l'ouverture, comme l'exemplarité, comme le courage. Et ensuite, c'est quelqu'un qui détient un nombre de savoir-être essentiels, comme par exemple la capacité à communiquer, la bienveillance, la capacité à dessiner, l'empathie, la ténacité, etc. Donc vous avez ce beau portrait robot. Et puis on s'est posé la question, ok, maintenant, pour justement aider des gens comme les directeurs RH dans l'ANDRH, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour leur permettre à identifier ces gens-là et à les détecter, à les former, à les faire grandir, etc. Donc on a ensuite traduit à travers les travaux et le portrait robot 6 domaines de responsabilité dans lesquels on considère qu'un manager responsable a besoin d'agir. Il a besoin de comprendre la société, il a besoin de renforcer les capacités de ses équipes et de ses parties prenantes. Il a aussi une responsabilité de questionner le business as usual. C'est vraiment quelqu'un qui doit aussi être dans une posture de questionner l'entreprise. C'est quelqu'un qui doit évidemment prendre en compte l'intégralité de ses parties prenantes. Il doit avoir une vision stratégique et favoriser la diversité des approches. Donc vous avez ces 6 domaines de responsabilité et derrière, sans rentrer trop dans le détail, vous pouvez trouver ça dans nos petits guides. On a esquissé un certain nombre de compétences qu'il faut avoir pour pouvoir remplir ces domaines de responsabilité. Et puis on a pris dans le think tank une posture en se disant, sur une grille de 1 à 4, 1 étant le moins bien loti sur le sujet et 4 le plus loti, on considère qu'il faut à peu près être à 3 pour y parvenir. Mais en effet, ça c'est une posture du think tank qui a développé cet outil-là. C'est une approche utilisable, mais c'est une posture que chaque entreprise évidemment doit prendre elle-même si elle utilise ce genre de réseau, ce genre de grille. Donc on a développé cet outil-là, et puis on s'est posé la question, et ça je m'adresse à Jean-François, c'est bien beau, ce mouton à 5 pattes, avec ses responsabilités, etc. Mais dans nos entreprises, est-ce qu'on arrive vraiment à l'accueillir et comment il arrive à évoluer dans nos structures? Est-ce qu'on lui donne le courage et la capacité à entreprendre? Est-ce qu'on lui donne la capacité à être courageux, etc. Ou est-ce que c'est pas tant que ça? Bonjour. En fait, donc le think tank, comme tu l'appelles, je ne savais pas qu'on était un think tank, mais c'est bien. Donc ce cercle, ce groupe de réflexion composé d'entreprises et d'enseignants-chercheurs s'est posé la question, avant d'entendre des projets de liberté, la question des geôles. Qu'est-ce qui empêche ce manager responsable d'exercer ces talents qui viennent d'être décrits? On en a trouvé 5 en fait, des freins, 5 majeurs en fait, qui regroupent un certain nombre de notions. Le premier, c'est autour des questions de l'organisation qui est peu adaptée. Alors, en retravaillant ce matin tôt sur le sujet, je me suis dit, il faut que je leur trouve des noms un peu plus, qui me parlent plus à moi. L'organisation peu adaptée, moi, je l'ai appelé le manager responsable à côté de ses pompes, quoi. Il est de toute façon en décalage. Il n'est pas aligné. Parce que la structure est souvent pyramidale, parce que les fonctionnements sont en silo, parce que les prises de décision sont très très centralisées, même si elles se déploient de façon décentralisée, elles sont prises quand même de façon très centralisée. Donc il y a une architecture qui coince. Et des processus qui n'intègrent pas de toute façon cette différence d'approche. Processus de recrutement, d'évaluation, de mission, etc. Et puis, malgré
tout ce que peuvent dire les entreprises, elles sont très auto-centrées, elles regardent vers l'intérieur beaucoup. Elles cherchent leur marché, mais elles regardent aussi beaucoup vers l'intérieur. On verra d'ailleurs que c'est souvent la posture de l'individu aussi. Le deuxième frein qu'on a observé, c'est une culture qui est peu propice. Et là, je l'ai qualifié toujours ce matin, donc excusez-moi, il était un peu tôt, peut-être que j'étais moi-même à côté de mes pompes, mais le manager responsable qui rentre par effraction. C'est-à-dire qu'en fait, il fait ça en douce. Il fait ça comme on a fait ça à une époque, dans une logique de perruque. Pour ceux qui connaissent l'industrie, c'est qu'on utilise à des fins personnelles l'outil de l'entreprise. Parce qu'il y a la dictature du court terme qui le coince. Parce qu'il y a des valeurs qui sont antinomiques avec son positionnement. Je ne parle pas des valeurs qui sont affichées, hein, celles qui sont au fronton des groupes corporate, avec des politiques corporate, et qui sont publiées dans les rapports de développement durable, mais plutôt les valeurs actives, hein, celles qu'on exerce au quotidien dans l'entreprise. Et puis, il y a un manque de transparence, parce qu'il y a des choses qui ne concernent pas les managers, qui concernent certaines zones de l'entreprise, certaines personnes du top management, qui elles-mêmes, d'ailleurs, ne sont pas forcément sensibilisées au sujet et sont elles-mêmes en décalage par rapport à cette approche. Troisième frein qu'on a repéré, c'est le fait qu'il n'y ait rien d'officiel, en fait, sur ces sujets-là. Et toujours ma lecture matinale, c'était le manager responsable incognito. Hein. Et d'ailleurs, c'est pas dans sa fiche de poste, c'est pas dans son évaluation annuelle. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de rémunération sur ce sujet-là. Ça existe, hein, quelques entreprises commencent à le mettre, mais c'est très très rare. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de risque à pas faire parce qu'il n'y a pas de sanction. Hein, donc, de toute façon, la performance classique, c'est là-dessus qu'on va évoluer le manager standard, on va dire. Quatrième frein, c'est après toi. Hein, c'est les résistances au changement, mais passe devant. Hein, je n'en ferai rien. Et c'est un certain nombre de peurs. La peur de l'échec, hein, peur de se planter, peur du regard des autres, parce qu'on est différent, parce qu'on va faire les choses différemment. La peur des dommages collatéraux, est-ce que c'est bon pour ma trajectoire? Est-ce qu'on va me le reprocher? L'isolement parce qu'en interne, je me sens un peu marginal sur ces sujets-là, donc je n'ai pas d'effet d'entraînement. Et puis, à l'extérieur, comme ce n'est pas quelque chose qui résonne, je suis aussi isolé de mes pairs au-delà de ma propre entreprise. Je ne sais pas trop comment je peux agir, donc je m'auto-censure. Je ne connais pas mon terrain de jeu. Et puis j'ai autour de moi un environnement qui n'est pas là-dedans. Donc, si mon patron me demande d'agir de cette façon-là, je vais avoir du mal à lui dire non ou à lui proposer une solution alternative. Et pareil pour mes collaborateurs, pour mes équipes. Et le cinquième frein, c'est le frein qui est lié aux moyens et à l'accompagnement, aux faiblesses des moyens à l'accompagnement, que j'ai appelé moi bricolage à tous les étages. C'est que de toute façon, on n'a pas le temps, on travaille en miettes. Donc, comme mettre en œuvre les qualités que tu as exprimées, ça demande de la vision, ça demande du temps. C'est difficile à mettre en place. Il n'y a pas de formation, c'est pas coaché, c'est pas là-dessus qu'on accompagne les managers. On ne sait pas évaluer le ROI, d'ailleurs de quel ROI on parle. Et puis, probablement aussi un manque de moyens humains et financiers sur ces sujets-là, d'investissement en fait des entreprises sur ces sujets. Donc ça, c'est les 5 freins qu'on a repérés. Et puis, on a été aussi dernièrement creuser et aller tâter le terrain un peu du côté au-delà du cercle de réflexion qu'on constituait. Et avec le MEDEF, on a organisé une enquête auprès de 250 managers et de 120 dirigeants. Et on a fait des constats, qui sont des constats, quelque part, qui ne nous ont pas étonnés plus que ça, mais qui viennent conforter le fait qu'il y a un décalage entre les organisations et cette approche de management responsable. En fait, en reprenant l'étude, la façon dont on a traduit, j'ai dit qu'on n'était pas très positif. Donc je vais quand même essayer de la tourner dans le côté positif. Il y a quand même 80% des managers qui doutent de la capacité, qui pensent que leur entreprise peut faire face aux grandes mutations. Donc ça veut dire qu'il y en a 20% qui pensent que ce n'est pas le cas.
Par contre, les dirigeants, eux, ont une confiance, pas totale, mais très très forte dans la capacité de leur entreprise à s'adapter aux grandes mutations du monde. On a 75% des managers qui pensent que l'entreprise est capable de donner du sens et de créer des conditions d'engagement de leurs salariés. 25% ne croient pas. Par contre, c'est 90% des dirigeants. Là encore, une fois, un écart important entre le manager et le dirigeant. On a 60% des managers qui pensent que leur entreprise saura questionner les modes de management, se remettre en cause. Donc 40% qui en doutent très largement. Bon, on voit bien qu'il y a un très fort écart entre les managers et les dirigeants. Et puis, il y a simplement un tiers des managers qui voient, donc c'est pas mal déjà, on part de loin, on part de zéro, qui voient dans leur fiche de poste, dans leur mission, intégrer des questions de responsabilité sociale et de développement durable. Voilà, donc on sent qu'il y a quelque chose qui a bougé dans la gouvernance des entreprises sur ces sujets-là, mais il y a un manque d'impact, il y a un manque d'ancrage sur les managers. Et là, on a interrogé des managers de proximité des dirigeants. Et là, je vais repasser, vous avez vu qu'on fait un savant jeu de questions, donc je vais reposer une question à Jean-Christophe. Donc, si on veut transformer ces organisations, il y a probablement un changement de leadership à mettre en place. Encore une fois, on a vu les portraits robots, les conditions pour agir, on a vu les freins dans les entreprises, et qu'est-ce qu'il faut changer dans ces entreprises pour que ça bouge vraiment. On va essayer de... on n'a évidemment pas de solution toute faite, et c'est d'ailleurs un des buts de l'atelier qu'on va avoir tout à l'heure, c'est d'essayer de trouver comment faire sauter ces verrous. Ce qui ressort, en tous les cas des travaux qu'on a pu faire, c'est que, et on le verra avec nos grands témoins tout à l'heure, on a évidemment besoin de leaders qui prennent ça en main. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a une notion qui est vraiment énormément ressortie, qui est la notion de leadership. Et je pense qu'on est souvent en train de chercher des leaders et on oublie de travailler sur le leadership. Ça fait écho à une étude qu'on avait faite il y a 3-4 ans maintenant avec Novetic sur le management du bas de la pyramide. Comment est-ce que les entreprises arrivent à valoriser ou à aller chercher de l'info en bas de la pyramide. Clairement, ce qui ressort de tout ce sur quoi on a pu travailler, c'est réellement le besoin impératif, que ce soit des managers ou que ce soit des chefs d'entreprise, d'aller chercher du leadership partout dans l'entreprise. Ce qui est intéressant, et ça fera partie des questions qu'on va pouvoir avoir en fin de matinée, c'est que si on est tous conscients qu'en effet, les gens, enfin, quelle que soit la strate dans l'entreprise, c'est n'importe qui peut avoir à un moment des choses à apporter à l'entreprise au-delà de simplement faire ses fiches de poste, enfin suivre sa fiche de mission, enfin son poste. Ça nous paraît essentiel de pouvoir le mettre en œuvre, et c'est pas aujourd'hui le cas. En tous les cas, on aura peut-être des contre-exemples tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est pas massivement déployé. Je ne sais pas si on aura le temps. Pardon, je viens. D'accord. Comme on a commencé un tout petit peu en retard, on va essayer de faire court pour qu'on puisse vraiment profiter de cet après-midi, enfin cette fin de matinée, pardon. J'ai le décalage horaire, excusez-moi. Pour pouvoir justement co-construire. Simplement une image qui nous est apparue. Moi, j'aime beaucoup les images parce que ça me permet, moi, de me repositionner derrière, enfin, à titre personnel, de pouvoir me dire, tiens, où est-ce que tu en es ? Si on doit décrire le manager responsable ou le leader responsable, on se rend compte qu'il y a souvent, on met souvent en opposition le long terme et le court terme. Vous avez d'un côté les visionnaires qui voient loin, et évidemment qu'on traite souvent d'utopistes, c'est vachement bien ce que tu fais, mais voilà. Et puis il y a de l'autre côté les gens qui sont pragmatiques, évidemment avec le risque d'être excessivement court-termiste. Et pour nous, un manager responsable ou un leader responsable, c'est quelqu'un qui va justement pouvoir rassembler ces deux choses qu'a priori un peu séparées. Et l'image qu'on a trouvée, c'est un manager responsable, c'est quelqu'un qui sait respirer, et qui sait respirer entre deux espaces. Un espace physique, entre quelques petites parties prenantes, typiquement mes clients maintenant tout de suite, et puis mes salariés, mes parties prenantes un peu plus larges, et puis la biodiversité, enfin on peut aller excessivement loin. Donc un espace physique, et puis respirer dans un espace temporel, en effet, entre le court terme et le long terme. Et ce qui est intéressant,
c'est qu'on sait, en discutant l'autre fois, on se dit, c'est dans le monde de l'entreprise, savoir respirer, c'est pas quelque chose qu'on apprend suffisamment, dans les écoles non plus, hein, d'ailleurs. Hein. C'est pas quelque chose qu'on apprend, et le problème, c'est qu'on peut pas rester très longtemps en apnée, que ce soit soit en étant dans le court terme, soit en étant dans le long terme. Et c'est cette dynamique qu'on va essayer de créer, ce qu'on aimerait, en tous les cas, dans les travaux qu'on va pouvoir faire tout à l'heure ensemble, après les témoignages de nos grands témoins. C'est vraiment essayer de garder cette image en tête. Comment est-ce qu'au quotidien, sur des outils excessivement pratiques, on va pouvoir permettre cette respiration dans les entreprises. Agnès, on te laisse la parole, c'est ça, j'ai bien compris. On va peut-être ne pas prendre de questions maintenant, mais en revanche les partager dans les solos tout à l'heure, si ça vous convient, pour respecter notre timing. Eh bien, écoute, si nous respectons notre... Donc ça vous donne un incentive de plus pour être bien à l'heure de retour à 11h pour le workshop. On reste tous et on sera évidemment à votre disposition pour toutes les questions que vous pouvez avoir. Pour respecter le timing, je vais inviter Isaac et les 3 chefs d'entreprise nous rejoindre sur scène. Nous, on va vous quitter pour une question de place, momentanément. Et puis, on vous revoit tout à l'heure. Je reste de côté, c'est le moins important. On va laisser Isaac tout seul. T'es loin, hein? Oh, moi je fais juste
les ouvriers, il fallait leur donner le pouvoir. Mon successeur est un ancien ouvrier. On peut être directeur général d'une entreprise de 600 personnes en étant un ancien ouvrier. Moi, qui suis un bricoleur né, je me suis construit 3 ans à volant. Je n'ai jamais été capable de venir le week-end et de faire ce que faisaient les ouvriers. Je ne suis jamais arrivé à le faire. Un peu d'humilité, bon sang. Un peu d'humilité. Il y a 30 ans que j'ai compris ça. J'ai compris qu'il n'y avait pas de bonheur sans performance. Et j'ai dit qu'il faut que mes ouvriers soient heureux. Et le bonheur des uns fait le malheur des autres. Et le bonheur de ces structures pléthoriques qu'on a mis en place, qui s'est autogéré, a fait le malheur de nos ouvriers. Isaac le dit dans son bouquin, nos ouvriers travaillent 50% de leur capacité. 50% c'est pour se défendre contre le système. Il y a 2 à 3% de gens pas sérieux dans les entreprises. Dans ces 3%, c'est mis en place une structure pléthorique qui gère les 97 autres pourcents comme s'ils n'étaient pas sérieux. Moyennant quoi, ils ne sont pas sérieux. Le point de la confiance, c'est que ce n'est pas un peu la confiance, c'est totalement la confiance, ou c'est totalement le contrôle. Si vous ne voulez pas être cocu, vous contrôlez votre femme à 100%, vous lui faites 100% confiance. Si vous faites un peu confiance, et je téléphone quand même chez le coiffeur, quand il est chez le coiffeur, quand des fois, c'est pas chez le coiffeur, vous serez cocu, je peux vous le dire. Nous les ouvriers, pour qu'ils sachent pour qui ils travaillent, on a fait des mini-usines, on travaille pour Fiat, pour Volkswagen, etc. On fournit 60% du marché européen, sans aucune structure. Il n'y a que des ouvriers. Les commerciaux, c'est les deuxièmes gens les plus importants de l'entreprise. Les commerciaux, il faut avoir quelque chose à vendre d'abord. C'est l'ouvrier qui crée la chose à vendre. Après, il faut le vendre. Hein, les commerciaux, n'oublions pas les commerciaux. Tout le reste ne sert à rien dans l'entreprise. Nous, il y a un DG qui s'emmerde, qui est un visionnaire, qui propose des rêves. Un philosophe l'a dit récemment, il y a un congrès APM qui est faux. Si vous voulez vous former les uns les autres, allez à GERB, allez à APM, formez-vous les patrons, formez-vous. Apprenez l'humilité. Retourner à l'école un jour par mois, c'est apprendre l'humilité. C'est ça la PMVG. Et donc il y a eu un congrès où un philosophe disait, au nom du quantitatif, au début des 30 Glorieuses, on a posé des valises qui s'appelaient l'onirique, qui s'appelaient solidaire, qui s'appelaient subjectifs, qui s'appelaient les valeurs. On a posé ces valises pour faire du fric. On est arrivé au bout du système. Ce qu'on vit, c'est pas une crise, c'est une fin de cycle. Comme tous les 40 ans, fin de cycle. Il n'y aura pas de guerre, c'est la seule différence. Avant, on faisait une guerre. C'est une fin de cycle pour lui. Ceux qui passeront de l'autre côté du cycle, c'est les gens qui reviendront vers la confiance. On n'a pas le choix. Le coût du contrôle est devenu tellement pléthorique qu'il est supérieur à toutes les déviances qu'il pourrait y avoir s'il n'y a pas de contrôle. C'est évident, bon sang. Et le contrôle, les rend malheureux. Étant malheureux, ils sont pas au maximum de leur performance. Nous, nos ouvriers, j'ai mis les Telex au milieu des machines il y a 30 ans pour laisser libre du pourquoi, que les gens sachent pour qui et pourquoi. Toutes les structures qu'on vous a décrites précédemment, là, le manager responsable, il va dicter le comment. Foutez la paix aux gens, bon sang, ils savent comment faire. Ils savent comment. Ils savent plus pour qui ni pourquoi. Moi, tous les matins, ils regardent le Telex et eux-mêmes décident. S'ils passent en équipe, qui est dans quelle équipe, comment ils implantent les machines. C'est eux-mêmes qui modifient les machines. C'est eux-mêmes les ouvriers qui vont réceptionner les machines. Au Japon, s'il faut. Tous les 2 ans, on envoie une trentaine d'ouvriers au Japon, à la source du management, à la source du progrès. Reprenez les outils japonais, régurgitez-les en judéo-chrétien picard. Est-ce que vous savez le cas? Parce que pour comprendre les outils japonais, il faut les régurgiter dans notre culture. Et les outils japonais sont des outils d'autonomie, d'auto-organisation, l'autonomie. On fait des congrès sur l'autonomie pour occuper les RH. L'auto-organisation, c'est ça le vrai truc. Laissez les gens choisir leur équipe, laissez les gens modifier leur machine. Et vous verrez 70% des gains de productivité. Donc. On fait 20 à 25% de cash flow en étant équipementier automobile. Vous vous rendez compte ce que c'est, ça? Un métier où on baisse les prix de vente grâce à nos ouvriers. Nos ouvriers décident de tout, même indirectement de leur salaire, de leur RTT, de leur congé, de tout. Après, on a 13 commerciaux qui ont leur bureau au milieu des machines. Les confrères de ma taille, 600 personnes, ils ont 3 commerciaux à Paris. Pour ça, il y a les comptes de Paris et les comptes de la province. Moi, mes commerciaux sont au milieu des machines. Et mes commerciaux, ils prospectent librement, ils prennent leur billet d'avion, ils ont leur propre stratégie. Il n'y a pas de reporting, il n'y a pas de réunion chez nous, il n'y a pas de prime. On a tous la même prime. Le DG a la même prime que l'ouvrier. Les bonnes années, les ouvriers ont 18 mois de salaire, avaient 18 mois de salaire. Parce que les flous, nous, pendant le gouvernement, ont chargé tout ça. Les 18 mois de salaire, ils sont chargés et taxés. Les ouvriers ont commencé à lever le pied. Bien sûr, quand on ne peut pas se défendre, qu'est-ce qu'on fait? On lève le pied. C'est un autre débat. Donc les commerciaux prospectent, font les gammes. Le commercial qui dit, je pense que cette pièce-là, il faut la mettre sur telle machine, il va faire la gamme, il va être chef de projet, il va acheter les machines, il va négocier le prix des machines, il va choisir ses fournisseurs. C'est-à-dire toutes les fonctions parasitaires que vous avez dans les entreprises, elles sont gérées, elles sont prises en charge, soit par les ouvriers, soit par les commerciaux. Après, j'ai un gros BE, 25 personnes, là où les autres en ont 2 ou 3. En équipe, ça fait 30 ans que j'ai mis mes cerveaux en équipe. C'est nos cerveaux que je mets en équipe. Les ingénieurs des mines qui sont en équipe. Il n'y a pas de honte à mettre nos cerveaux en équipe. Il n'y a pas que nos mains, c'est plus avec nos mains qu'on va livrer, qu'on va lutter, c'est avec nos cerveaux. Et à part ça, j'ai rien d'autre, surtout pas de RH. J'ai 5 comptables pour 600 personnes, c'est largement suffisant avec les moyens informatiques qu'on a maintenant.
service achat, pas de planning, pas de lancement, tout ça c'est pris en charge. La GPEC, je vois des confrères qui ont une gamine ou un gamin de l'ESS machin qui fait la GPEC à plein temps, qui emmerde le système avec ça. C'est tous les 3 ans que l'État nous demande de regarder ça, tous les 3 ans. Eh ben moi c'est une commission de comité d'entreprise qui fait ça. Il vaut mieux que ce soit des ouvriers qui s'interrogent sur le devenir qu'un bac plus 5 dans un bureau, bon sang. Voilà mon témoignage. Mon témoignage, c'est de dire, ayez des valeurs. Nous, on a 2 valeurs limites. On a appris à nos enfants 2 valeurs limites. Hein. Tout prévoir, c'est risque. Tout prévoir, c'est risque. C'est inepte, ça. Ça n'existe rien. Le principe de précaution. Anti-darwinien. Anti-darwinien. C'est n'importe quoi, ce truc. On va en crever, on en crève. Reprenez les valises de l'onirique. Reprenez les valises du bon sens. De l'amour de notre prochain. De l'amour de l'ouvrier. Nous, 2 valeurs limites, c'est pas tout prévoir, tout zéro risque. C'est l'homme est bon. Aucun contrôle. On ne contrôle rien à la famille. Ni les temps, ni les cadences. C'est pour ça qu'on fait 20%. Pourquoi on est au quart des accidents du travail de la profession? Parce que j'ai pas de responsable de la sécurité. Et parce que mes ouvriers qui sont intelligents ont inventé les index sécurité. Quand on leur a appris l'index, on dit pourquoi on ne fait pas la sécurité avec ça? Et ils sont pas fatigués parce qu'ils sont intelligents, mes ouvriers. C'est toujours les mêmes qui sont de nuit, parce que ça les arrange. On a quoi avec leurs copains? Parce qu'ils bricolent une maison, un vieux bateau. Ils ont les primes de nuit. Donc ils alternent qu'à la journée, mes ouvriers. Les RH, parfois, vous mettez un couple dans la même équipe. C'est honteux. Ils n'ont jamais réalisé que ça veut dire qu'on réveille les gamins à 4h du matin. Ils se transforment à 4h30 chez le nourrice. On les réveille à 8h moins le quart pour les... Vous vous rendez compte où on en est? Le leader responsable, c'est l'ouvrier, ça peut être que lui. Le commercial, ça peut être que lui. Foutez la paix. Arrêtez les primes, bon sang. C'est pas des chiens, vos salariés. Un bon commercial, on lui donne 25% d'augmentation. On ne donne pas une prime à un bon commercial. Une prime, c'est un os qu'on donne à un chien. Toute la... Lisez Pierre-Yves Gomez, lisez Goetz, lisez Seriex, bon sang, ces gens-là le disent depuis des années. Pierre-Yves Gomez, il a un petit dessin. Vous faites l'entreprise, comment ça s'appelle? Rappelez-moi, l'entreprise, le petit film de Pierre-Yves Gomez, 3 minutes là. C'est sur YouTube qui fait un portrait, il y a 3 minutes. L'entreprise, rendre le travail visible. Faites YouTube, rendre le travail visible. Voilà, il est là l'avenir. Alors je vous aime ce que vous avez dit avant. C'est pas autre chose. Je vous ai éduqué comme ça. J'ai cru que ce que j'avais inventé, le capitalisme que j'avais inventé, j'ai cru que ça allait durer éternellement. Quand j'ai vu qu'un ouvrier pouvait s'acheter une voiture, ce qui était impensable dans les années 50, quand j'ai vu qu'on avait plus faim en Occident, alors que dans les années 40, il y a pas des gens qui avaient faim en Occident, j'ai cru que ça allait durer. Et je vous ai éduqué, vous êtes le prototype même de l'éducation que je vous ai donnée. Et vous m'avez accouché le principe de précaution, putain. Nous, c'est l'homme aimant, l'amour du client. Tout papier qui n'a pas un client derrière, interne ou externe, on le détruit. Si vous supprimez tous les papiers, les procédures, les gens qui gèrent des choses, il n'y a pas de client derrière. Vous verrez 50% des effectifs improductifs. Et dans nos improductifs, il y a du trésor, mon chef de fonderie, je lui ai fixé un objectif impossible à faire, il a mis 4 ans. C'est pour ça qu'on fait le moteur électrique à haut rendement. Dans nos structures, on cantonne les gens à faire du contrôle alors qu'ils ont un savoir extraordinaire, ces gens-là. Libérer le savoir des contrôleurs, il n'y a que les RH qu'on ne peut rien faire. On n'en fera jamais des producteurs, on n'en fera jamais des vendeurs. Les 13 commerciaux viennent presque tous du BE, ou c'est des anciens ouvriers, des anciens contrôleurs. Le commerce, c'est un don. Et le gars qui suit Fiat, il a besoin de connaître les législations italiennes, donc on peut mettre comme HEC la législation du monde entier. Il connaît parfaitement les règles de droit italiennes, point barre, et c'est tout. Voilà mon témoignage. Ça fait 30 ans que ça marche. J'ai fait une centaine d'émules. Lui, c'est un émule. Lui, c'est moins un émule. Lui, c'est un frangin. C'est un pauvre gamin que j'ai déformé, il a fait HEC au sud de Pau, une connerie comme ça. Il n'a pas amené le bon sens, il y a 10 ans, il serait planté. J'ai des émules qui ont des milliers de salariés. Alors, j'arrête là. J'ai écrit 4 bouquins, les achetez pas, ils sont en ligne sur le web. Faites famille.com, tout est en ligne. Deuxièmement, Agnès, elle a la gentillesse, parce que comme je sais que les gens, je suis pareil, achètent les bouquins et ne les lisent pas. Mon but, c'est de vous aider les uns et les autres à passer de l'autre côté du point de bascule. Il n'y a plus aucune éthique dans la fonction publique. Nous sommes 17% d'illettrés par an, dans l'indifférence totale. Il n'y a plus aucune éthique en politique. Ils magouillent comme c'est pas possible. On a des sénateurs qui ont voté une loi pour tout le monde, sauf pour eux. Pas, même sous Staline, ça peut exister. Ça. La seule éthique qui reste, elle est dans nos entreprises. C'est nos entreprises qui feront l'éthique moyenne de la société de demain qui va émerger, qui sera plus celle de l'homo cadien, l'homme qui a passé sa vie à remplir le caddie, à vider le caddie. C'est une autre société. On va vers la frugalité, on va vers l'usage, on va plus vers la possession, on va vers le partage, on va vers une forme de fraternité. Hein. Donc j'ai résumé les 4 bouquins en un déplié en 4 pages. Le gentiment Agnès. Ah oui, c'est comme ça, pardon. Voilà, un photocopier, hein. Inspirez-vous de ça. C'est pas un modèle, ne cherchez pas de modèle, il n'y a pas d'exemple. Dans mes émules, le seul mérite que j'ai eu avec son frangin, lui, Lippi, c'est qu'il était parti dans le contrôle. Et quand je l'écoute, moi, ça fait 20 ans que je suis dans la confiance. Et je fais 20% de cash flow. Le seul fait de dire ça aux gens, le cash flow, c'est pas le but pour moi. L'ouvrier
fric vient du bonheur de l'ouvrier. Ne confondez pas le résultat et l'objectif. Faire du résultat l'objectif, c'est une connerie. Le résultat est une résultante. Moi, l'objectif, c'est le bonheur des salariés. Si les ouvriers sont heureux, si les ouvriers sont heureux, vous ferez de l'argent. Voilà mon témoignage. Alors lisez ça, c'est pas un modèle, c'est pas un exemple, c'est un modeste témoignage. C'est une piste de réflexion. Trouvez votre propre chemin, mais allez vers la confiance, bon sang, allez vers la confiance. On n'a plus le moyen. Le principe du contrôle, c'est toujours de penser à dépenser moins. Or, on gagne plus à faire plus qu'à dépenser moins, bon sang. Dites aux gens, on ne peut pas faire 10 pièces en plus. Dites pas aux gens, il faut baisser les prix de 5%. Ça change tout. Je suis intervenu en Belgique récemment. Il y a une dame qui dit, mais moi j'ai un problème parce que toi t'es fondeur. Je dis, c'est vrai, dans tes témoins, t'as Chanel, t'as tous ces gens-là qui s'y mettent, t'as tous ces gens-là qui commencent à bouger. Mais moi j'ai 500 chauffeurs d'autobus. Je dis, non, c'est pas des chauffeurs d'autobus. Ce sont des gens qui transportent d'autres gens, qui ne sont pas réveillés le matin, qui sont fatigués de leur journée. Voilà leur mission. Leur mission, c'est pas de conduire l'autobus. Vous voyez, sortez de vos paradigmes, revenez à l'humain, revenez au management, science des hommes par les hommes pour les hommes. Arrêtez la gestion, science des chiffres par les chiffres pour les chiffres. Tous les chiffres sont faux. On leur fait dire ce qu'on veut. Regardez nos politiques à l'heure actuelle. On ne peut pas tricher avec les hommes. Alors, merci. Jean-François déjà introduit, je reprends chronologiquement. Il a déjà introduit Frédéric Lépy, donc qui ne pourrait pas expliquer qui est lui et son père, et Coderich, donc l'entreprise, qui est un golem, à côté d'un golem. Il va expliquer leur propre cheminement. Donc voilà une génération suivante maintenant. À toi, Frédéric. Bah, tout est dit. Tout est dit. Merci de me passer la parole comme ça. La salle est chaude. Et c'est vrai qu'on est un adepte de la pensée, enfin du système qu'a mis en place Jean-François depuis quelques années. En fait, nous on a essayé de, on n'a pas fait HEC, hein, on a fait Cage. Et quand on a essayé de mettre en place ce qu'on avait appris à Cage, qui s'appelait je ne sais même plus comment, parce que ça a changé 10 fois de nom depuis, change de nom tous les 2 ans. Ben on s'est rendu compte que ça marchait pas fort, quoi, quand on applique ce qu'on avait appris. Donc on a essayé 2-3 trucs, et un jour il y a quelqu'un de bien intentionné qui nous a dit tiens, vous devriez peut-être parler à Jean-François Zobris, parce que je pense qu'il a abouti ce à quoi vous réfléchissez et ce sur quoi vous tâtonnez. Donc je pense que c'était, je sais pas, en 2007, 2008, 2009, enfin je ne sais pas trop à peu près à cette période-là. C'est plus que ça, il y a 10 ans à peu près. Oui, ou peut-être, oui, c'est peut-être même un peu plus ancien déjà. Et ben nous, on a essayé. Alors la différence, peut-être, c'est que nous, on commence aujourd'hui quand la marée descend. Et qu'on part avec, à l'époque, 350 personnes qui avaient des réflexes qui sont ceux que vous connaissez, hein, en fait. C'est-à-dire, en fait, il y a des gens qui ont des cartes de visite ici. Ouais. On pourrait m'en donner une, ou 2 ou 3. À chaque fois, c'est la même chose. Il y a marqué souvent responsable dessus, exactement comme ce que disait Isaac ou Jean-François. Ceux qui ont marqué responsable dessus, j'imagine qu'ils sont responsables et qu'évidemment les autres sont irresponsables. Nous, on a fait ce constat. Non mais quand je dis ça, après je reçois des emails et je vois qu'on m'a donné la carte et une semaine après je reçois l'email. Il n'y a plus le même nom, il n'y a plus le même titre, il y a marqué animateur quoi, ou je sais pas quoi. Bon. Ben, ça veut dire qu'il y a vraiment un sujet là sur le responsable et responsable, nous on l'a constaté. Il y a quelques années. En fait, on a cherché à essayer de rendre un peu contemporaine notre entreprise avant de rencontrer Jean-François. Et on s'est dit qu'il y avait quelque chose qui, dans l'époque... Nous, on est aussi à la campagne, avec des ouvriers qui n'étaient pas très connectés, et dans un département qui s'est mis clairement sur le chemin de la désertification. En fait, qui se replie, c'est un département qui se replie sur lui-même. Donc on a essayé de voir si on pouvait reconnecter un petit peu tout le monde. Donc on a essayé de former l'ensemble du personnel à Internet.
il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire les ouvriers, leur permettre de se reconnecter à la société. Effectivement, l'État manque un peu d'éthique. Il webise l'ensemble de ces bureaux. Hein. En fait, sauf que les gars, ils ne savent pas ce que c'est Internet, quoi. Donc en fait, l'État se coupe de sa population, de ses administrés, tout simplement par l'air du temps. Donc il nous est apparu assez important d'essayer de reconnecter tout le monde. Et le corollaire immédiat avec l'ouverture de l'Internet, c'est la confiance immédiate que vous devez absolument décréter. Parce que c'est une présomption de confiance. Permettre à chacun de s'exprimer avec des réseaux sociaux, c'est s'engager dans la présomption de confiance. Et nous, on n'était pas du tout là-dedans. Et je le sais parce qu'il y a encore une semaine, je m'entretenais avec un collaborateur qui me dit, te rends compte, c'était pas bien vu de ne pas être dans son bureau, je sais pas quoi. Je dis, mais enfin, tu me parles d'un truc à 10 ans, quoi. Donc il y a bien des relents. Et c'est là où peut-être dans notre entreprise dans laquelle la marée descend finalement, il reste encore beaucoup de réflexes qui sont des trucs qu'on a appris, quoi. Donc une fois qu'on a eu... il y a eu un effet à la libéralisation de l'Internet dans notre entreprise. C'est évidemment l'encadrement qui n'a pas accepté et qui s'est taillé. Et merci. Et merci. Parce que moi, après, j'ai vu des trajectoires d'ouvriers incroyables. C'est des trajectoires. Et c'est ça, moi, ma rémunération d'actionnaire dirigeant. C'est quand je vois les ouvriers, les collaborateurs, enfin, les gens d'entreprise qui changent physiquement. Physiquement. Mais même la rémunération, ceux qui la font. Hein. Oui, oui. C'est les ouvriers qui font les oui, oui, non, mais j'ai bien compris ça. C'est vrai que on oublie un peu souvent que la valeur ajoutée est faite par ceux qui ont les mains dedans et pas par ceux qui réfléchissent, qui consomment en fait la valeur ajoutée qui est produite par les autres. Donc effectivement l'encadrement est parti et j'ai constaté, si vous voulez, qu'avec moins d'encadrement, avec plus de liberté dans le système, eh bien les gens se redressaient, ils prennent des initiatives, beaucoup d'initiatives, que ces initiatives, dans l'immense majorité des cas, elles sont super fructueuses. Évidemment, de temps en temps, il y en a qui ne donnent pas grand-chose, mais c'est simplement, on en discutait à l'instant, là, c'est simplement le chemin de l'apprentissage. Une initiative qui ne donne pas grand-chose, tout de suite, elle donnera plus demain. C'est juste le chemin de l'apprentissage. Il faut se donner du temps. Et c'est ça qu'on a découvert, nous, avec nos gars. Et aujourd'hui, alors je ne sais pas si on est tiré d'affaire, on n'est pas aussi mature, si tu veux, que ce que tu as fait. Nous, on commence, il y a quelques années de ça, sur la marée qui descend. Je ne sais pas si on est tiré d'affaire. La marée qui descend, pour nous, c'est notre marché au niveau mondial, il a baissé de 40% en 5 exercices. Et nous, on est une industrie de coût fixe. Donc il y a une machine en Europe, il y a une machine en trop, enfin une machine sur 2 en trop. Et il y a des entrepreneurs responsables qui continuent à en acheter. C'est vraisemblablement pas des décisions qu'auraient pris des ouvriers. Les responsables ne sont pas où on croit, évidemment. Enfin, ne sont pas où on pense. Donc je ne sais pas si on est tiré d'affaire. En revanche, ce que je constate, c'est que les gens qui viennent visiter nos entreprises, eh bien, ils viennent moroses le matin avec la banane le soir. Donc ça veut dire que l'enthousiasme est communicatif. Si les gars sont contents, je pense que nos clients sont contents et que demain on aura un petit peu plus de clients contents. C'est tout ce qui nous intéresse, nous. Et je crois que c'est le cas. Voilà. J'ai l'honneur d'introduire maintenant le dernier. Alors on a aussi de la chance, je viens de penser à ça, Christophe, parce que ils ont eu, parfois, on écoute, il y a une fonderie, une entreprise angolaine qui fabrique, tu n'as pas dit, les espaces de liberté. On fabrique des espaces de liberté. Qui sont du grillage. Du grillage métallique. Oui, ça devient anecdotique, je ne suis pas là pour faire la publicité, mais
Et on fabrique des espaces de liberté. Ouais. Voilà. Donc, mais bon, c'est francophone entreprise industrielle. Et ce qu'on entend, alors parfois, ça c'est pour l'industrie. Quand on entend que Jean-François, on dit ça c'est Picardie. Nous on est en Normandie. Vous savez, Normandie, on n'a encore rien dit parce que la Haute-Normandie, la Basse-Normandie, ça n'a rien à voir. C'est la Picardie. Oui, je sais, Picardie, ouais. Mais peut-être vraiment, tu n'es même pas normand, quoi. Donc pour eux, tu n'existes pas. Je suis intervenu devant les patrons normands. Ils disent, c'est déjà un grand débat, est-ce que c'est la Haute-Normandie? Non, c'est pas du tout, c'est pas le même mot. Maintenant, là, c'est Angoulême, mais on reste encore dans l'industrie, donc les gens disent, attendez, moi je suis dans le service. On vous a amené quelqu'un de service. Voilà. Et donc Christophe va parler. Alors Christophe, c'est, on peut le dire, un des derniers convertis, mais il n'est pas vraiment, il était convaincu, il était déjà beaucoup dans ce chemin. Donc tu racontes, Christophe, ton histoire, voilà. De Nantes. On change de région. Bon, ça me fait bien plaisir d'être là. Et je suis désolé pour les RH et puis pour les convictions que vous avez, mais je crains que ça ne continue, cette histoire. Donc j'ai eu la grande chance de tomber sur le bouquin d'Isaac, et puis de rencontrer Isaac, et puis ensuite Frédéric, Jean-François, et donc là vraiment ça fait un tilt. Vous savez, ça fait un moment que je bosse dans différentes boîtes, puis je me dis c'est quand même bête, quoi. Ces boîtes et tout, où il y a de la politique interne. Vous savez, quand tu es sur un sujet compliqué, puis tu dis tu peux pas comprendre, c'est politique. Ah ouais. Ça fait envie, hein. Alors, c'est vrai, effectivement, j'ai raison, je ne peux pas comprendre parce que ce n'est pas économique, c'est politique. Donc on se demande un peu à quoi on joue. Ben, on peut se demander longtemps parce que c'est vraiment très bizarre pour moi. Donc, je vais raconter l'histoire d'Imatech. Imatechnologie, je donne un petit peu le contexte, c'est une société où vous avez absolument envie de venir ou envoyer vos enfants. C'est un centre d'appel. Le truc où tu rêves, là, avec le truc, vraiment ça fait envie. C'est un centre d'appel, c'est à Nantes. On est filiale d'un groupe de GIE, de mutuelle, de machin, enfin voilà, un truc super dynamique. Et donc, il y a 400 personnes, on est à Nantes. Et c'est un univers vachement sympa. Donc on s'est dit au début, pour que les personnes y veuillent venir, et puis en plus on est sur des secteurs un peu particuliers, on fait de l'information juridique, on fait de la réparation automobile à distance, on fait des trucs où il y a pas mal normalement de réflexion. Donc comment on fait venir des gens diplômés dans un centre d'appel à Nantes? Voilà. Et comment on les garde? Donc en fait on se dit ça serait quand même bien de faire un truc où les gens soient bien. Donc on a réfléchi, j'ai réfléchi pour eux parce que je suis quand même vachement plus intelligent. J'ai réfléchi pour eux sur ce qui leur irait pour qu'ils soient bien au travail. Et puis donc on a mis un certain nombre de choses qui font que l'entreprise, on pourrait dire qu'elle est bien, parce qu'une salle de sport, des baby-foot, des machins, des trucs comme on voit chez Google là. Sauf qu'une fois qu'on a fait ça, on n'a rien fait du tout, parce qu'en fait le problème il n'est pas là, il est dans la tête. C'est-à-dire que si on n'a pas l'impression de diriger sa vie, on peut toujours rêver pour que la personne puisse donner un peu d'énergie au profit du collectif. Donc il ne faut pas diriger la vie des autres. Mais rien qu'en donnant aux personnes les éléments du bien-être tels que je les concevais, déjà je les prenais à moitié pour des idiots. Enfin, je pensais que c'était seulement à moitié. Et ils m'ont dit que c'était un peu plus que ça. Donc voilà. Donc tout le problème, c'est de se dire, mais bon sang, on est en train de gérer des boîtes avec des structures pyramidales issues du terrorisme bien structurées. Donc on est en train de gérer de la main-d'œuvre alors qu'on a plutôt du cerveau d'œuvre. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un chez nous qui bosse avec ses muscles. C'est du cœur d'œuvre. Et de l'émotion, parce qu'on est dans la relation client. Donc on est en train de plaquer des structures super top, hyper pyramidales sur du cerveau d'œuvre. Et comment est-ce qu'on fait pour que les cerveaux puissent se libérer? Donc au début, comme c'est un centre d'appel, ça doit être, faut que ça produise, faut pas rigoler, on n'est pas là pour rigoler. Donc je pensais qu'on avait un ennemi énorme en logiciel, c'est Facebook. Là, les mecs ils vont jouer sur Facebook alors qu'ils devraient bosser, quoi. Puis c'est super difficile à contrôler. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé Facebook. Oui, enfin, on n'a pas autorisé Facebook. Déjà qu'on venait juste de mettre Internet parce qu'on avait besoin pour leurs outils. Et j'en ai parlé, je ne sais plus avec qui m'a... Un gars qui avait plus d'expérience que moi, et puis j'ai dit, on a enlevé Facebook parce que tu comprends, il faut quand même pas déconner, quoi. On est là pour bosser, qu'on n'est pas là. Il me dit, ah ouais. Puis en plus, tu as des jeunes. Je dis, ouais, c'est plutôt des générations Y, ouais. Et tu as pensé à leur enlever l'oxygène? C'est marrant aussi. Alors le lendemain, je suis revenu, j'ai remis Facebook.
Je dis que quand même, t'es un peu loin. Et ça a commencé un peu sur des trucs comme ça. Et en fait, on s'est aperçu, mais maintenant je le sais, le logiciel le plus dangereux, c'est Excel. Excel, qui est utilisé par les managers pour arriver à te prouver sur des tableaux ce que tous les gars de son équipe y connaissent déjà. Oui, c'est pas drôle, ça coûte un bras. Donc, on est dans des structures dans lesquelles on a des managers qu'on paye mieux que les ouvriers, que les collaborateurs qui sont sur les plateaux, parce que, forcément, ils sont managers, lesquels doivent contrôler les ouvriers, parce qu'il ne faudrait quand même pas déconner. Et donc, on a aussi un manager qui contrôle les managers. Donc, suivant un article que tu m'avais passé du Harvard Business Review, là, de Gary Hamel, donc on a 30% de notre masse salariale qui passe à des mecs qui contrôlent d'autres mecs. Ce qui fait vachement plaisir. D'autre part, on crée des tas de règles pour les 2-3% qui déconnent. On va créer des règles qui en vont embêter les 97 autres pour bien leur montrer qu'ils auraient pu être bêtes. Partant d'un constat comme ça, tout est gagné, on est bien parti. Donc on a essayé de renverser un petit peu la table et effectivement de se dire si on faisait complètement autrement. Donc on est parti sur un chemin qu'on appelle chez nous le chemin de la confiance. Et donc en se disant mais bon sang, et si on arrêtait tout ça? Si on arrêtait tout ça et si on demandait à chacun mais qu'est-ce que vous aimeriez changer dans votre boîte? Donc on a réuni tout le monde dans une salle comme ça, un peu plus grande, 400. Et on dit voilà, la situation n'est pas bonne, le marché est vraiment merdique, tout part au Maroc et ailleurs, il y a de la surcapacité qui est en train d'arriver l'année suivante, c'était en 2012, donc qu'est-ce qu'il faudrait qu'on modifie? Et on a fait des groupes de travail, alors au début on avait mis que les managers, enfin bon on fait des conneries. Non mais il faut apprendre, c'est pas facile, on doit s'enlever des peaux les unes après les autres, quoi. On a commencé par enlever les signes extérieurs de pouvoir. Alors les signes extérieurs de pouvoir, c'est génial. Donc en fait, j'ai demandé aux gens du quotidien, on va enlever les signes extérieurs de pouvoir parce qu'on l'avait lu qu'il fallait le faire. Donc on a décidé ce que c'était, nous, les signes. Puis après, on a pensé, ah non, c'est vrai, il faut demander aux gens de la boîte qu'est-ce que c'est un signe extérieur de pouvoir. Donc on a des bureaux qui sont éclatés partout dans le boîte, si bien que je ne peux pas aller voir quelqu'un de service support, les improductifs, parce qu'on les a renommés. Ils sont adorés. Je ne peux pas aller voir un autre improductif sans être obligé de passer au milieu des plateaux de production et de saluer les gens et de les voir et qu'ils me voient et voilà. Et tous les bureaux sont totalement vitrés puisque les autres étaient sur les open space, on a fait des open space aussi pour les improductifs. Et puis on a viré nos places de parking qui étaient réservées en bas. Donc ce qui fait que celui qui arrive le premier, il arrive le premier. Top, il a la meilleure place. Oui, c'est comme ça. J'avais qu'à arriver avant. C'est pas compliqué. Donc ça n'a pas forcément toujours plu aux improductifs. Il y en a quelques-uns qui ont grogné, il y en a un ou deux qui est parti. On a viré le directeur de la production parce que finalement c'était celui qui avait le plus organisé tout aux petits oignons, tout était calibré, machin, compté. Donc on l'a enlevé, malheureusement on ne pouvait pas faire autrement. Et puis on s'est dit mais si on retournait tout. Et donc on a bossé sur des petits projets internes, des machins, il y a eu une quarantaine de projets. Avec des trucs très simples, changer l'outil de production, dézinguer la planification, faire du télétravail, faire des petits trucs. 40 dossiers comme ça. Au bout d'un an et demi, ils sont tous finis. Tous. Parce qu'on a mis des groupes de travail avec des gens qui étaient concernés et intéressés, et en mettant aussi les personnes qui étaient parties prenantes, c'est-à-dire que tu fais le télétravail, on met quelqu'un quand même des RH, quoi. Ça évite de se réexpliquer derrière. J'en ai encore, je suis désolé, mais c'est le temps que... Et en fait, moi j'étais les voir, et j'aurais dit, mais et puis vous faites ce que vous devez faire, vous utilisez du bon sens. C'est un peu extraordinaire. Je veux dire, vous avez embauché des gens qui étaient chouettes quand même quand vous les embauchez dans vos boîtes. Et puis il y a des tas de trucs qui se passent mal dans l'entreprise. Mais il faut voir aussi que les personnes avec qui vous bossez, elles gèrent chez elles des budgets de 100 000, 200 000, 300 000 euros, si elles vont acheter un appart, s'ils vont acheter une maison. Quand ils rentrent dans l'entreprise, ils deviennent si bêtes qu'il faut signer un bazar pour 20 euros. C'est qui a fait la bêtise là? C'est qui embête les autres? C'est bien celui qui a mis la procédure qui leur fait dire qu'ils étaient trop bêtes pour gérer 20 euros. Ils gèrent des familles, ils gèrent des couples, probablement mieux que moi. Qu'est-ce que je vais leur expliquer? Comment on va gérer un truc de groupe? Donc pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un peu confiance? Donc on a fait des groupes comme ça, et ils enlèvent déjà tous les cailloux qui les embêtent. Il faut commencer par là. Il faut laisser... Il y a des trucs qui sont ultra vexants.
Les gars, ils disent, vous avez des plannings et tout, on peut rien bouger dans les plannings. Bon, une prod, c'est fini de faire. Donc on dit, ouais, comment vous les changeriez? Donc ils ont fait un truc, mais avec le responsable du planning avec. Donc ils ont fait des trucs rigolos, ils ont fait des plannings. À la fin, ils les ont enlevés, finalement ils les ont remis, avec le quart d'heure de souplesse, en disant, je peux venir un quart d'heure en retard ou un quart d'heure en avance. Mais si je viens un quart d'heure en avance, je commence à bosser, puis du coup, ça marche quand même. On n'avait pas pensé à ça. Puis quand on a mis ça, il y a des managers qui ont dit, ouais, c'est bon, c'est ce qui va se passer, ils vont tous, bon, c'est bon. Bon, on va gérer ça, ils vont tous venir en retard. Et ben non, ils sont tous venus en avance. Tiens. Parce qu'ils ont tellement envie que ça dure, et parce que c'est monté collectivement que ça fonctionne. Et si j'avais, et heureusement que je n'ai pas regardé, je n'ai pas mis mon grain de sel dedans. Parce que il y a des trucs énormes qui sont arrivés comme ça. Le télétravail, je dis, il y a un groupe qui travaillait dessus, j'ai dit, vous en êtes où? Ouais, en boss, tu nous as dit de nous débrouiller, on se débrouille. J'ai dit, quand même, au bout de 6 mois, ça grenouillait. Je me disais, quand même, ça faisait 3 fois qu'on remettait le sujet sur la table, puis on ne savait pas comment l'aborder, enfin bon, voilà. Puis là, il y a un groupe qui était parti là-dessus. Je dis, mais quand même, aucun compte rendu, je ne recevais rien du tout. Je dis, mais ça serait bien quand même d'en parler un peu. Non, on travaille dessus. Bon. Voilà. Mais, je reviens. Ça serait bien quand même qu'il y ait des gens qui le testent, parce que si on ne le teste pas, on ne saura pas vraiment ce que les gens en pensent. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Ça, c'est un peu agaçant quand même, hein. Quand tu es le patron, tu es censé tout maîtriser. Et j'aurais dit, je suis revenu quand même, quand même, il faut le tester. Il m'a dit, écoute, il y en a 40 qui bossent en télétravail depuis 6 mois, tu ne veux pas nous embêter, on va passer à 120, tout va bien, calme-toi. Alors, j'étais un peu angoissé parce que, d'abord, on est dans un groupe, donc tout ce que je fais là, tout ce que je vous dis, le groupe dans lequel je suis n'est pas au courant. Alors vous êtes gentil, vous le dites pas trop. Hein. Non, mais c'est parce que si je leur explique, c'est miette, hein, c'est fermé, si ça se ferme, hein, top, c'est terminé. Donc en fait, effectivement, on le fait en pirate. On n'a pas le choix, on avance. Mais le résultat, c'est quoi aujourd'hui? C'est que on a donc tous ces groupes internes qui ont avancé, qui ont fait des tas de trucs, et puis maintenant, ils se sont mis à faire un truc absolument génial, c'est l'innovation. Une fois qu'on leur a fait confiance et qu'on a dégagé tous les cailloux, tous les trucs qui les embêtent et l'ensemble des éléments qui les vexent à mort, comme la place de parking du patron, comme la moquette de machin, comme mes trucs. Des fois, on n'y pense pas. Comme la machine à café que moi j'avais dans mon bureau, mais que eux ils n'avaient pas. Pourquoi je voulais pas mettre des machines à café? C'est parce que je pensais que ça allait me coûter cher. Alors quand j'ai dit à chacun, réorganisez vos bureaux comme il vous plaît, de façon à ce que ça vous plaise le mieux possible. Ils m'ont dit, on va mettre des machines à café. Je me dis, mais non, on n'a pas dit que tu allais payer le café. On va acheter nos machines à café. On veut juste les poser. Ah tiens, j'avais pas pensé non plus. Il y a des trucs... Non mais, faut arrêter de penser à la place des gars, quoi. Il y a 400 cerveaux. Mec, ils ont fait des études pas possibles, plus que moi. Je suis quand même incroyable de penser à un moment que j'aurais pu être plus intelligent qu'eux, non? Donc je suis simplement animateur. Les managers chez nous, c'est des porteurs d'eau, des serviteurs. Ça leur a vachement plu. Hein. Il me dit quand même pas, je suis pas au service. Et alors, tu crois quoi? Ton but, c'est d'être coach. C'est d'être coach d'une équipe, et le top qui peut t'arriver, c'est qu'elle te dépasse, cette équipe. Et là, tu seras un bon manager, parce que tu auras réussi à donner confiance, courage. Donc pour finir, et je vais repasser la main, avec l'innovation, on a aujourd'hui une vingtaine, enfin dans 40 groupes d'innovation, il y en a 25 qui sont encore vivants. Donc les groupes, ils se lancent, ils meurent des fois tout seuls, machin. Et il y a des trucs extraordinaires qui sont en train d'arriver. Les gens qui ont osé prendre le leadership, on leur a demandé, mais ça prend du temps, qui ont commencé à oser prendre le leadership tout seuls, quelle que soit leur fonction dans la boîte, qui osent créer l'équipe qui va avec comme ils le veulent. J'ai demandé à tous les gens qui avaient des fonctions de direction de se mettre au service d'eux, d'être des promoteurs des leaders, mais de jamais se mettre en leader, pour laisser les gens faire, pour les aider, pour être des porteurs d'eau, là aussi, pour être des simplificateurs, et pour montrer qu'on peut être collaborateur sur un plateau au téléphone et diriger une équipe dans laquelle le directeur de la boîte y est. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Et là, j'ai des gars qui sont en train de sortir des trucs énormes. Donc on perd un peu de sous encore parce qu'on est en mutation, c'est un peu le bazar, mais on a des choses, si on met bout à bout tout ce que les gars ils ont comme idée et ce qu'ils peuvent faire, c'est 3 fois le chiffre d'affaires actuel de la boîte. Alors je sais pas ce qui va tomber, mais il y a des trucs extraordinaires. Et donc ils font des choses que j'aurais jamais osé faire. Heureusement que j'aurais jamais demandé. Je sais pas ce qui va tomber, c'est ça qui est important. Il prend le risque. Je sais pas ce qui va tomber. Le patron normal, il veut savoir ce qui va se passer. Lui,
s'en fout. Il sait qu'il y aura quelque chose. Je ne sais pas ce qui va tomber. C'est joli, ça, pour un patron. Ça, c'est un patron qui a des couilles. Le patron qui n'a pas de couilles, il cherche le zéro risque. Mais il ne sait pas. Alors voilà, donc en fait, je suis vraiment dans le bonheur. Il y a des histoires tout à fait étonnantes. Il y a un gars un jour, il me dit tiens, je veux faire de la formation, de la relation client. Parce que tu comprends, on commence à faire une formation comme on l'aime, un truc extraordinaire, on réenchante la relation client. Il faut pouvoir, ça c'est une vraie matière pour faire quelque chose. La formation, attends, gentil, on fait 18 millions d'euros. Si on fait la formation, je calcule, ça vendra vendre ça à 1000 euros la journée, ça va faire 4 cerises dans 5 mois, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et puis tout d'un coup, je me reprends, je me dis, souviens-toi de ce que tu as dit Jean-François. Oh oui, quelle bonne idée. Comme c'est intéressant. Et là, elle me dit, mais il me faudra un budget. Et ouais. Bon, alors là, je calcule, et puis comme on perd un peu de sous, je dis, bon, allez. Je dis, bon, qu'est-ce qu'il va falloir? Je dis, je vais te donner 50. Et là, tout d'un coup, je me referme la bouche. Je dis, et au fait, qu'est-ce qu'il te faut? Et le gars, il me dit, je suis embêté, je sais qu'on ne gagne pas d'argent, etc. Il me faudrait 30 000, est-ce que ça passe? Et oui. Parce que en l'occurrence, c'est un commercial. Son budget est inférieur au mien. Je gagne plus d'argent que lui. Et donc, ma façon de dépenser l'argent est pervertie par rapport à sa façon de dépenser l'argent. Et donc, c'est crétin la façon dont j'ai vu les choses. Il a fait un film sur Internet pour vendre le truc. Ils ont fait un truc qui est en train de faire un carton. On a joué à 50 000 ou 60 000 vues sur un truc rigolo, sur tout ce qu'il ne faut pas faire en relation client. Truc idiot. Toujours Canal+, un peu trash. Évidemment, je l'aurais jamais fait. Mais il a fait ça le week-end avec les gars des Tréteaux, ils se sont débrouillés, ça m'a coûté 3 000 euros et 3 pizzas. Bon, c'est pas grave, le truc il marche très bien, et donc il a utilisé ça pour aller vendre. Mais je lui ai dit, écoute, je veux bien que tu fasses ça, mais si tu veux faire la formation, c'est simple, deviens leader en France. Je dis ça parce que je l'ai lu aussi dans le bouquin, je savais pas combien il faisait le leader. En fait, il faisait 3 millions leader. C'est un peu la barre. Donc, j'étais allé en voir 6 mois après, Benjamin, je lui dis, alors t'en es où, Benj? Il dit, ça y est, ça avance bien. Finalement, bon, on va présenter le truc. Ah bon, mais quoi le truc? Le film. Je dis, ah bon, tu présentes ça en vente? Le truc un peu trash, là, un peu... Non? Très bien. Très bien, quelle bonne idée. Tu l'as présenté à qui? Je l'ai présenté, on va commencer, on a deux prospects, Caisse des dépôts et La Poste. Alors, moi, je dis, j'étais commercial longtemps, je dis, mais bon sang, je suis toujours... t'as pas intérêt à commencer par un petit truc, te faire la main? Il m'a dit, ouais, mais tu m'as dit qu'il fallait être leader, alors j'ai calculé, machin, tu vois. Et là, il faut faire tel chiffre d'affaires, donc il faut commencer par les gros, sinon c'est foutu. Bon, d'abord, il compte mieux que moi, donc ça c'est fait. Et donc, je dis, ah bon, mais alors, pour présenter ça, t'as fait comment? Ah ben c'est simple, ils ont un cahier des charges comme ça, j'ai pas répondu, je suis allé, j'ai montré mon film. Comment ça, tu as montré ton film? Ah oui, mais c'est déjà fait, c'était la semaine dernière, mais je voulais pas t'encombrer avec ça, donc c'est déjà fait. Très bien. Et alors, quel résultat? Ah oui, il fallait que je t'en parle aussi, on a gagné. Donc on vient de remporter, le premier truc qu'il a gagné, c'est un appel d'offres de 500 000 euros sur la formation et la relation client. Et c'est un truc de dingue, parce que j'aurais jamais eu le courage de faire ce qu'a Benjamin, jamais eu l'idée. Il est en train de monter une équipe, donc il est en train de monter une espèce de boîte dans la boîte, mais tout en continuant son boulot. Et je demande à chacun de dire, mais bon sang, vous êtes juriste au téléphone, super, génial, mais vous pouvez pas être aussi commercial, ambassadeur, animateur, faites tout à la fois, quoi. On sent que vos journées, vos semaines, elles font 35 heures, mais vos vies, elles sont énormes, profitez-en. Et donc voilà, donc on est en train d'engager tout le monde à faire leur boulot et tout le reste. Voilà, en plus. Et pour ça, on leur donne tous les éléments. On donne tous les... Je fais un rapport comme ça pour la direction du groupe. Et puis d'un coup, ça m'a pris un matin, hop, envoie à tout le monde. Donc toutes les marges, tous les clients, tout ce qu'on a, tous les problèmes en RH, enfin, tout et tout le monde. La conclusion, c'est qu'on a une confiance qui devient importante. Voilà. Versailles, c'est pas un nom, levez la main. Personne. Ici les Moulineaux. Quelqu'un? Non, quelqu'un qui n'habite pas Paris.
Saint-Germain. Parce qu'il me faut une petite ville dans laquelle il y a un club qui est peu connu. Club de foot. Club de vous connaissez? Maintenant, imaginez que c'est votre club de votre cœur et vous avez passé votre vie à regarder ce club-là. Votre mari a joué, maintenant vos gamins aussi s'entraînent pour ce club, etc. Vous êtes passionné par le foot. Et un jour, on dit on va vous offrir un cadeau d'anniversaire. Tu nous suis, tu ne poses pas de questions, un petit peu comme chez Christophe, et tu vas ouvrir et tu vas voir où tu es. Et vous ouvrez les yeux, vous êtes à Camp Nou, le stade de Barcelone. Vous regardez le match. Et c'est ce que vous avez vu là maintenant. Vous avez vu comment joue Barcelone, vous avez vu Messi, toi tu es pour moi. Et voilà. Et tous ces joueurs-là et tout ce match-là. Et on est. Comment on dit c'est ça le football? C'est ça, c'est quoi le taux de réussite de passe? On dit bah, c'est 80-90%, bah, chez nous c'est 10%, quoi. Ça dépend du vent aussi parfois. Et donc, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que à la limite, au départ, vous êtes époustouflé, vous comprenez pas. On n'a jamais vu qu'on peut jouer comme ça, qu'on peut avoir une entreprise qui est gérée de cette façon-là, qui est organisée justement, gérée, corps des bioréflexes, qui s'auto-dirige de cette façon-là. Mais une fois que vous avez passé un peu de temps et vous avez éventuellement fait une cassette, vous avez revu sur DVD et tout ça, vous avez compris comment joue l'équipe de Barcelone. On peut comprendre les schémas de jeu. Alors la vraie question qui va surgir, et vous avez entendu ici des petits points, c'est qu'est-ce que je reviens maintenant à Évreux, qu'est-ce qu'on peut faire pour construire un club qui joue comme Barcelone, comme Manchester United, chaque match l'année après l'année. Voilà. Donc maintenant on ouvre un plateau, on a disons, un petit peu, on nous a dit on peut avoir 5 minutes de plus, donc 10 minutes pour des questions, pas à moi, hein, c'était moi, donc allez-y, posez toutes les questions que vous voulez. Oui, allez-y monsieur, présentez-vous peut-être pour les autres. Olivier Cannon, Interactive, coopérative justement. Savoir ce que vous pensez justement de ce modèle, entre guillemets, ce qu'on appelle le modèle coopératif, qui se rapproche de un peu l'autogestion et qui redonne le pouvoir. Si la coopérative qu'on favore nomme un des leurs qui est patron pendant un an ou deux, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui tranche, ça marche. Parce que moi, c'est marxiste mon système. Les ouvriers décident de tout, mais il y a un chef qui décide de pas grand-chose, parce qu'ils sont plein de bon sens, et les décisions qu'ils ont prises, généralement, on ne vient pas dessus. Le problème de la coopérative classique, c'est que dès qu'ils ont gagné 4 sous, ils veulent partager les sous, ce qui est humain. Non, mais il y a un gérant dans une coopérative. Mais si c'est en cas, ça marche. Mais c'est vrai qu'on est très proche. Si ce n'est que moi, c'est une entreprise capitaliste. Mon témoignage à moi, vous avez des gens comme Jean-Michel Keguiner, Bretagne Atelier, il y a son successeur qui est là, qui en fait, lui, est revenu vers la confiance pour intégrer des handicapés dans la vie par le travail. Ça, c'est un autre truc. Moi, mon message, c'est de dire par l'altruisme et une forme d'humanisme, on fait beaucoup de fric. Vous voyez, la coopérative n'a pas... Oui, mais la coopérative, généralement, a comme vocation, elle, la durée. Ce qui est très bien, ce qui est louable, ce qui est parfait, ce qui est généreux. Moi, c'est les 20% de cash flow. Parce que qui paye le fonctionnaire? C'est quand même les boîtes privées. Hein, donc, en définitive, on n'a pas tout à fait les mêmes vocations. Hein. Il y a Keguiner qui, lui, réintègre des handicapés physiques et intellectuels dans la vie par le travail. Vous, qui avez la pérennité par le partage de la décision, etc., moi, c'est une machine à faire du fric. Et mon témoignage, c'est-à-dire on fait plus de fric par la confiance que par le contrôle. C'est ça mon témoignage. Les scopes aussi. C'est aussi l'objet de la loi qui doit sortir, c'est remettre les scopes dans le système économique, parce que les scopes, je ne sais pas si vous connaissez Bourgeois qui fait des fours de cuisine collective, l'entreprise pareil, qui est en scope et qui marche très très bien. Il y en a plein. C'est vrai qu'on voit les scopes parce qu'on entend parler de reprise en scope d'entreprise qui fait faillite, etc. C'est malheureusement le prisme contre les médias, mais il y a plein de scopes qui se créent chaque jour, qui marchent, qui font plein d'argent, mais qui payent aussi plein de salariés, parce que c'est le but, et ça fonctionne. C'est pour ça que je vous posais la question de savoir, voilà, votre modèle ressemble un peu, entre guillemets, à ce qu'on voit dans... Effectivement, ici, il n'y en a aucun qui est un coopératif. Je peux vous juste dire que cette question revient chaque deuxième fois où on fait des interventions, parce que les gens qui sont dans les coopératives, ils sont passionnés par ce sujet-là. Mais il y en a aussi des questions qui peuvent intéresser d'autres personnes qui ne sont pas dans la coopérative. Est-ce que la forme de gouvernance a un lien quelconque avec l'entreprise libérée ou l'entreprise traditionnelle? Et ma réponse, à partir de ce que moi j'ai vu, je ne sais pas qu'est-ce que pensent mes collègues, c'est
c'est qu'il n'y a pas de lien. Et il y a quelqu'un en France qu'on a oublié, un monsieur qui s'appelle Hyacinthe Debreuil, qui a écrit des livres dans les années 30, peut-être monsieur connaît, c'est des gens un petit peu plus âgés que ça, et qui a écrit en 1948, par exemple, qui était introuvable là, parce qu'on a racheté tout ce qui existait. Et ça fait l'équipe et le ballon, mais en tout cas, il a écrit beaucoup de livres. Ça, c'est un ancien cégétiste. Et lui, à l'époque, il a dit, est-ce que ça va changer quelque chose dans la vie de l'ouvrier, le fait que l'entreprise est nationalisée? En 45, on est nationalisé. Rien. Zéro. La question, c'est quelle est la relation entre l'ouvrier et son contremaître? Est-ce qu'il y a de la confiance dans cette relation-là? Est-ce qu'il est respecté? Est-ce qu'il est considéré? Est-ce qu'il y a de la bienveillance? Est-ce qu'il y a de la justice par rapport à moi? Peu importe à qui appartient l'entreprise, c'est la seule chose qui compte. Et lui, il dit de toute façon, il n'y a pas d'issue. Tant qu'il y a un contremaître, il n'y a pas d'issue. Et lui, il parle des équipes autodirigées. Donc voilà, si vous êtes des équipes autodirigées et vous appliquez tout ce qu'on a entendu ici, bah, peu importe à qui appartient l'entreprise finalement, et vous savez très bien qu'il y a des coopératives comme United Airlines où les gens, les hôtesses de l'air et non, les pilotes, je crois, les espèces de l'air, les pilotes, le personnel du sol font des grèves contre eux-mêmes. Ça ne gage, c'est pas un gage de rien à qui appartient l'entreprise. C'est la question, c'est comment vous organisez à l'intérieur et est-ce que ces gens-là, ils sont dans le respect, la confiance, la considération, ils peuvent organiser leur propre travail. Ok, d'autres questions, s'il vous plaît. Alors, il y en a deux. Première qui lève. Le monsieur aux lunettes, au bout. Voilà. Première qui lève. Alors, oui, bonjour à tous. Jacques Grisot, Société Eosphère. Je suis biologiste et je travaille dans la complexité des systèmes vivants. Et on est en train de travailler aujourd'hui. Je voulais faire un témoignage et puis simplement parler d'un sujet qui me semble très important. Le témoignage est très court. C'est on travaille pour un client et la question qui se pose, c'est le problème de qualité sur certains services et notamment au service de la propreté des toilettes dans un lieu qui accueille énormément, plusieurs milliers de personnes par jour. Et ils ont vraiment ce problème-là. Ils sont très très mal classés sur le fait de la propreté et ils mettent en cause, bien évidemment, Madame Pipi qui fait pas son travail. Elle, quand on va la voir, elle explique très, très clairement, ben moi, je fais ce qu'on me demande, c'est-à-dire la procédure, et il y a quelqu'un dans un bureau qui a dit, c'est à telle heure qu'il faut aller nettoyer les toilettes, et c'est avec tel matériel, et c'est comme ça que ça se passe. Et elle dit, ben, c'est complètement incohérent, et elle a le bon sens, elle est sur le terrain, elle dit, ben voilà, moi, mon problème, c'est que quand on m'envoie là-bas, ben, c'est là où il y a le plus de monde, donc je ne peux pas faire mon travail correctement, et puis en plus de ça, le matériel qu'on m'a confié, si moi j'allais acheter mon propre matériel, je sais très bien ce qu'il me faut, et manque de peau, à chaque fois que je le réclame, on ne me le donne pas. Et il y a son patron, un polytechnicien, qui se trouve dans un bureau, mais c'est sans jugement, mais c'est le cas en attendant, et qui n'est jamais descendu sur le terrain. Et donc on est en train d'expliquer aujourd'hui... Excusez-moi pour les polytechniciens qui sont dans la salle, mais il se trouve que cette personne ne connaît pas Madame Pipi et n'est jamais allée voir aux toilettes à l'heure où elle lui demande de faire son travail. Et il se trouve que nous, on est en train de travailler avec lui et avec ces gens-là pour leur dire « Waouh, il y a quand même un principe qui serait peut-être temps de comprendre et d'appliquer qui s'appelle le principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'on peut régler le problème au plus près du problème et c'est bien Madame Pipi qui doit être la plus responsable et à partir du moment où on lui fait confiance et on lui redonne la possibilité de gérer ce problème-là, eh bien, ça ne peut que marcher. Simplement, on se heurte à des choses qui sont politiquement incorrectes dans cette entreprise, et notamment le fait de dire ben oui, mais moi, je perds du pouvoir, etc., etc. Donc, c'est vraiment un conflit d'orgueil, un conflit d'ego. Et ben on tourne en rond aujourd'hui sur ce problème-là, parce qu'on ne peut pas changer les cartes mentales des gens comme ça. Par contre, ils sont conscients, très certainement, mais ils ne le disent pas, que ce serait certainement beaucoup plus efficace. Voilà, donc voilà le témoignage que je voulais faire et reparler de cette subsidiarité qui est fondamentale aujourd'hui. Il a résolu le problème des toilettes et des pipis depuis très longtemps, il peut dire comment il l'a fait, ça c'est sûr. Quel gâchis de foutre un polytechnicien acheter des balais de chiottes quand même. Non mais attends, vous voyez où on en est? On en est là. À la limite, c'est Dame Pipi qui doit acheter ses balais de chiottes. C'est Dame Pipi qui fait la procédure. Vous savez que nous, on a été l'entreprise qui n'a pas de service qualité. J'ai supprimé ça aussi parce que le gars, bon bref, qui a toujours été certifiée la première en France. On est 14001 depuis 1994. On était QSE en 2002. D'accord? Donc la qualité, c'est une culture chez nous. Les procédures de troisième niveau étaient écrites par les ouvriers. Donc c'est Madame Pipi qui doit écrire sa procédure. C'est Madame Pipi qui ne doit même pas avoir de budget. Parce que Madame Pipi, comme tu l'as dit,
elle doit gagner 1 000 euros, 800 euros. Elle sait le prix des choses. Donc, ne lui mettez pas de budget. Genre, tu achètes le matériel que tu veux, tu nettoies quand tu veux. Et le polytechnicien, vous devez être là où il devait être, sur la route ou dans un bureau d'études. Un polytechnicien, on lui a appris à faire des ponts et des tunnels, pas à gérer des hommes. Il faut arrêter cette connerie, là. Les polytechniciens, la force des teutons, c'est qu'ils mettent les ingénieurs sur les routes. Nous, les ingénieurs, on les fout dans la fabrication, ils nous foutent la merde. Ils doivent être au BE ou sur la route. Il n'y a pas de honte à vendre. Mais vous avez raison. Alors, mais c'est pas grave. Normalement, les crises, les guerres et les fins de cycle, ça fait les sélections. Malheureusement, c'est les ouvriers qui payent. On est à 1000 chômeurs jour, 1500 chômeurs jour, 2000 chômeurs jour. Ce matin, je lisais les Échos qui disent bon, les projections de Hollande, elles sont justes, mais il ne les respectera pas. Et donc le chômage va monter, dit Bruxelles. C'est les ouvriers qui payent. D'accord ? Mais normalement, ces entreprises-là, sauf quand elles sont de fonction publique, elles disparaissent. C'est là que sont nos chômeurs. Et d'autres vont apparaître plus adaptés à ce changement. Hein ? Le gros problème, c'est qu'encore une fois, il faut arriver à débloquer. Mais on va en crever si on tombe. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est grave pour les pauvres chômeurs. C'est pas grave pour le polytechnicien. Mais tant que vous laisserez un polytechnicien acheter des balais de chiottes, vous aurez ce problème-là. Ben oui. Alors, Oui, bonjour, Eric Torlois, Maestrio. Donc moi, je pense que je suis pire qu'un RH parce que je suis consultant. Pour essayer de m'améliorer... Si tu es consultant pour apprendre aux gens à se passer de RH, tu fais du bon travail. Je vais y réfléchir. Merci. J'aurais deux questions. D'une part, là, vous êtes des dirigeants d'entreprise. Donc, quelque part, vous êtes à l'initiative de la chose. Est-ce que ça vous semble possible que, à travers des tiers, une entreprise se transforme? Première question. Une deuxième question un petit peu plus opérationnelle et plus pour Christophe Collignon. Comment vous faites pour concilier la conviction que dans la durée, ça va fonctionner et présenter à un groupe des résultats où, a priori, vous n'êtes pas dans les clous? Je vais parler mon copain, mais en 30 secondes. Moi, ça dure depuis 30 ans, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. Penser que les choses durent éternellement, c'est une connerie. T'as pas bonne mine, t'es sûr que t'as pas un cancer, toi? alors, patron, propriétaire ou salarié, parce que Jean-François était salarié et Christophe, il est maintenant à la retraite. Et Christophe est salarié et Frédéric, il est patron propriétaire. Est-ce que ça peut venir d'autres personnes? Ça peut sans doute venir de chacun d'entre nous. On peut commencer dans son coin. Christophe, eh bien, il y a des choses. On peut cacher qu'on est en train de libérer un service entier. Et que la seule chose que les autres voient, c'est le sourire sur le visage des gens qui travaillent. Donc oui, c'est possible. Moi, il se trouve que moi, je suis et l'actionnaire pratiquement principal et le manager également. Et moi, à un moment donné, j'ai dit, bon voilà, qu'est-ce que je risque à avoir dans l'entreprise plus de gens plus engagés, plus de gens plus heureux, plus de gens qui résolvent des problèmes par eux-mêmes plutôt que de dire, écoute, moi j'ai un gravier dans la godasse, mais j'ai un chef. Ouais, mais c'est quand même toi qui es emmerdé. Bah oui, mais j'ai un chef. Bon, voilà, on a tous connu ça. On est les premières victimes de notre problème. Et on ne le prend pas en main parce qu'on a quelqu'un d'autre. Donc, à mon avis, ça peut venir de n'importe qui, le propriétaire, le manager, vous, moi, n'importe qui. C'est une question de conviction. Est-ce que j'accepte de lâcher prise et effectivement Moi, je pense que le plan stratégique, il est mort tout simplement parce qu'on est dans une fin de cycle et qu'on fabrique moins de consommateurs solvables. Depuis 40 ans, on fabrique des consommateurs solvables. Donc, le plan stratégique, il est facile. De toute façon, demain, il y a plus de consommateurs qui se lèvent. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, il faut faire confiance aux émergences. Accepter que dans les entreprises, il y ait plus de gens qui soient heureux, plus de gens qui ont envie de contribuer. Moi, je suis effaré de voir toute cette population française. Moi, je suis comme Jean-François, je me balade un peu quand même. Je rencontre beaucoup de gens qui me parlent de toutes leurs initiatives. Ils ont une envie folle de contribuer. Putain, mais pas dans leur boîte. C'est quand même hallucinant. On n'a pas des problèmes à résoudre tous les jours avec nos clients. C'est pas fabuleux. C'est pas merveilleux de prendre un problème et de le résoudre et d'avoir un client qui vous dit merci, qui vous raque pour ça. C'est quand même fou qu'on soit obligé d'aller dans les assos partout le samedi, le dimanche pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir avoir... Non, ça nous appartient à tous.
On peut attendre que les autres fassent pour nous, mais je crois que ça nous appartient à tous, ça peut venir de n'importe où. Alors, pour la question de relation avec l'actionnaire, hein, c'est un grand sujet. Hein. Christophe, comment tu gères tout ça? Je dis rien. Je dis rien du tout. Non, si, j'ai essayé de leur dire, et en fait, ça les intéresse pas du tout. Pour revenir sur les scopes, dans les... Non, ça les intéresse pas. Je veux dire, c'est un truc qui sont pyramidales, donc ils sont tous à regarder leurs privilèges. J'ai jamais vu des boîtes aussi pyramidales et aussi hiérarchiques que dans les mutuelles. C'est juste hallucinant. Il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas d'actionnaire. Si jamais il y a un égo, c'est épouvantable. Donc ça les intéresse pas du tout. Bah, c'est pas grave. On est dans une petite filiale dans un coin. Hop. Donc on fait le truc en place. Qu'est-ce que ça me fait, moi? J'ai l'impression d'avoir une deuxième vie. Avant, j'étais manager d'un truc qui grossissait, j'étais content, j'étais arrivé à faire à peu près ce que je pensais faire dans ma vie professionnelle. Et puis maintenant, je me fais plaisir. J'arrive, il y a des sourires jusque-là. Je commence à avoir des tas de copains dans la boîte. Il y a des relations extraordinaires. Mais j'ai des trucs extraordinaires. D'ailleurs, ils ne comprennent rien au groupe. On ne gagne pas beaucoup de sous en ce moment. Bon, ok, on va en perdre 400 sur 18 millions. C'est pas une catastrophe. Hein, je veux dire, dans le cycle d'une boîte, ça va, on s'en remettra. On n'en a jamais piqué jusque-là. Donc, pris pour développer la boîte, donc ça va. Donc aujourd'hui, il y a des trucs qui sont rigolos, mais que le groupe ne comprend pas. On a réuni pour les NAO, on a réuni donc les partenaires sociaux, et on a dit pour les partenaires sociaux, bah voilà, je les ai réunis pour les NAO il y a quelques semaines en disant, compte tenu des résultats de la boîte, vous comprendrez bien que, et je prends mon souffle, et là il continue tout ce cœur, faut faire un gel des salaires évidemment. Oui, ben voilà, c'est ça. Et donc, j'ai quand même encore, heureusement, j'ai encore une personne qui est dans un syndicat, parce que sinon on aurait du mal à signer des trucs. Donc, je dis, est-ce que tu crois que ça va être, qu'est-ce que tu en penses si tu présentes ça à l'UD de son syndicat? S'il ne comprend pas, tu lui demandes de passer, on lui monte la boîte, et puis voilà. Il me dit, non, attends, on va lui expliquer ça en groupe et tout. Ils viennent, ils disent, c'est d'accord, puis on va signer, hein, parce que de toute façon, on signe, ça fait 5 ans que tout ce qu'on présente au CE est signé à l'unanimité, 5 ans, à l'unanimité, tout le temps, y compris le gel des salaires, y compris à un moment, on a perdu un truc, on a perdu 80 emplois, et donc on a replacé les gens, on s'est débrouillé, on a fait tas de trucs, plein de trucs illégaux. Hein. Mais oui, ce qui compte, c'est quand même que les personnes y retrouvent le boulot et qu'ils soient heureux. C'est pas qu'on fasse des trucs dans les règles. Si tout le monde est d'accord, qu'est-ce que ça peut faire? Tu sais comment s'appelle cette institution, Christophe? Mais qu'est-ce que ça peut faire? Le mieux. Attends, mais c'est des trucs extraordinaires. Il y a des trucs qui sont marrants. C'est dans cette institution-là qu'il faut le dire. C'est le Conseil économique et social. Il y a des trucs, ça ne marche pas le télétravail si on fait les règles, ça ne marche pas. Moi j'ai des juristes qui sont allés présenter, donc qui ont bossé sur le boulot, qui étaient des parties prenantes, c'est eux qui vont être en télétravail. Ils sont allés voir l'inspection de travail en disant voilà l'accord de télétravail. Ils ont dit oui, l'inspection du travail dit non, mais moi je veux, il n'est pas correct votre truc, faut que je voie les salariés. Mais c'est nous les salariés. Oui, enfin, c'est pas vous qui. Si, on l'a écrit et tout, c'est ça qu'on veut. Alors, ils ont dit, mais laissez-nous tester. Qu'est-ce que ça peut vous coûter? On teste 6 mois, si ça ne va pas, on arrête. D'accord, monsieur l'inspecteur? Heureusement, c'est passé, etc. Mais donc, le groupe, il voit rien, il comprend rien. Peut-être qu'on se retrouvera un jour. C'est pas mon propos. Moi, mon propos, c'est de vivre heureux et avoir des gens heureux avec moi. Et je peux te dire que en ce moment, c'est vachement sympa. Oui. Alors, malheureusement, on est tenu par le temps. On va prendre... merci Christophe pour cette éclairage. On va prendre la dernière question. Madame qui me signale depuis un petit moment, qui fait des sourires. Alors, allez-y. Christine Lorraine-Maroger, donc justement, je travaille sur la gouvernance. Alors, je voudrais faire 2 remarques très rapides. La première, c'est que je suis réjouie d'entendre ce que j'entends sur les RH. Moi, ça fait des années que je dis qu'en plus, le mot RH, ressources humaines, c'est insupportable. C'est plus joli. Je suis d'accord, mais je veux dire, de toute façon, alors, il faut parler un petit peu plus fort ou parler dans le micro. C'est pas comme ça que ça marche. Bon, je peux parler un peu plus fort. Oui. La deuxième chose, c'est que j'ai travaillé sur la transformation de très grosses entreprises ou très gros réformes publiques, etc. Et que je suis allée beaucoup sur le terrain. Les gens ont toutes les solutions, ils savent tout ce qu'il faut faire. Je veux dire, le seul problème, c'est que en haut, on ne peut pas entendre. Bon, donc ça, vraiment, pendant des années, j'ai fait des milliers d'entretiens. Tout est là. C'est évident. Et la troisième chose que je voulais dire, et la question que je pose,
Sur la gouvernance, je partage, là je travaille beaucoup sur la gouvernance aujourd'hui parce que je pense qu'il y a quand même un nœud sur la gouvernance. Je partage votre regard sur, c'est pas le système de gouvernance en tant que tel, mais aujourd'hui au niveau de la gouvernance en général dans les entreprises, pas forcément dans les vôtres, on travaille que sur des chiffres, on parle jamais de gens, on parle jamais de l'humain, on n'anticipe pas, on dit qu'on anticipe, c'est le contraire de l'anticipation, et on fait pas de stratégie, c'est pas vrai, je suis pas d'accord. Alors, Voilà. ce que je, peut-être, Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on il y a peut cette- faire aujourd'hui? Enfin, je veux dire. Mourir, ces gens-là, ça prend pas C'est ce que je peux peut-être pour faire, pour clôturer ça. Après, il y aura des ateliers, n'est-ce pas? Oui. Il y a beaucoup de moyens de vous exprimer, etc. Nous, ça ne va pas a priori, hein, au moins qu'il y en a quelques-uns, mais quelques-uns parmi nous, on va rester pour résumer. Comme cette question a surgi plusieurs fois, je vais vous dire ce que j'ai entendu d'un certain nombre. Ils ont dit, les patrons, hein, que la liberté se donne pas. Elle se gagne vis-à-vis justement des actionnaires, de vos structures supérieures, etc. Je donne une citation, il y a un ministère, il ne faut pas dire ça en France, il y a un ministère en Europe qui s'est libéré, c'est en Belgique. C'est le ministère de Sécurité sociale, donc le numéro 1 au fonctionnaire de ce ministère-là, il a fait ça, il a dit qu'on a décidé de le faire. Et quand le ministre, il y avait à un moment donné, il n'y avait pas de ministre, quand le ministre a découvert ça, il a dit qu'est-ce que vous faites ça? Qu'est-ce que vous faites ici? Ouais, il a dit on ne veut plus reculer maintenant, quoi, c'est trop tard. C'est parti. Et puis il lui dit les lois, on les respecte, surtout quand elles sont bonnes. Donc je termine. Merci. Merci à vous tous pour ces témoignages. Ce qu'on vous propose, c'est de nous retrouver. On va peut-être prendre quand même 5 minutes de plus. Donc on se retrouve plutôt à 11h05. Est-ce qu'on vous a organisé ce travail en sous-groupe autour de plein d'idées pour enlever les cailloux? J'ai envie de suggérer quelque chose. Ouais. Plutôt que de définir à la place des gens le temps de pause dont ils ont besoin, on pourrait dire prenez le temps qu'il vous faut pour être bien. On s'est dit qu'11h c'était pas mal, mais 11h05 ça passe aussi. Si c'est l'écart, on va être dans la mouine. Il y a un autre truc qui est important aussi.